Bonjour à tous, retour sur le bilan de campagne 2021 pour les céréales. Nous allons revenir sur les différents éléments explicatifs de cette campagne, et notamment pour tenter d'expliquer à la fois bien sûr les satisfactions, mais aussi les échecs ou les déceptions que l'on a pu observer, notamment sur blé, et en tout cas de tenter d'expliquer les différentes hétérogénéités que l'on peut observer en plaine. Alors, on va commencer bien sûr par l'interculture. Globalement, rappelez-vous, l'interculture 2020, avec des conditions de sol qui étaient en bon état, et notamment de récolte, pas comme cette année, malheureusement. Des repousses avec une pluviométrie dans l'ensemble favorable, une repousse des gouttes, puisque vous vous rappelez la qualité de levée, notamment des colzas l'année dernière. Donc, on a le même phénomène au niveau des repousses et notamment une bonne gestion aussi des fausses mis fin septembre et octobre, suite notamment au retour de la pluie à partir d'octobre. Alors reste quand même quelques difficultés pour la mise en œuvre des toutes dernières préparations à partir du 10 octobre, avec le retour de la pluie. Enfin, globalement, et ça c'était une des premiers éléments relativement favorables, des conditions d'interculture, de préparation et de gestion, notamment fausses mis, qui étaient relativement favorables. Alors après, malheureusement, à partir d'octobre, pluviométrie abondante et régulière sur tout le mois d'octobre avec 117 millimètres, ce qui vous a forcé à forcer un petit peu, dans un certain nombre de cas, les semis. Alors c'est plus facile à dire maintenant avec le retour, évidemment, et notamment la connaissance de novembre, mais dans un grand nombre de situations, il aurait été beaucoup plus favorable de semer avec des conditions de ressuyage optimales en novembre qu'en octobre. Alors première série effectivement de semis autour de 10-15 octobre dans des parcelles qui globalement avaient un ressuyage rapide. Et puis deuxième période de semis où là vous avez pour un certain nombre d'entre vous forcé un petit peu, mais ce qui paraissait aussi un peu logique, entre le 20 et le 25 octobre, où là effectivement dans des conditions et notamment des sols un peu plus argileux, un peu plus compliqués en termes d'implantation et notamment de développement racinaire par la suite. Donc des conditions là pas forcément très favorables. Et puis par contre, à partir de novembre relativement sain, sans à-coups climatiques, on voit des températures relativement saines, enfin fraîches, mais sans plus. Et en tout cas, une très bonne période de semis relativement favorable, avec effectivement des semis qui étaient bien mieux implantés sur novembre qu'octobre. Donc, suite à ces différentes périodes, le fait d'avoir un mois de décembre relativement doux qui va favoriser en fait le développement, va faire qu'en fait on va homogénéiser l'ensemble de ces 3 périodes en termes de développement et on va arriver fin décembre avec des parcelles tout aussi bien développées, au même stade pratiquement que sur des semis du 10-15 octobre que pour des semis de novembre. Donc en fait, le rattrapage du décalage de date de semis a été gommé par la reprise et notamment cette période relativement douce de décembre. Donc globalement, hors cas très spécifiques, notamment dans des terres un peu profondes, non drainantes, où on a eu des difficultés d'enracinement dues à des manques de ressuyage, on a globalement une série relativement propice et pour arriver fin décembre à des situations avec globalement des enracinements corrects et des développements tout aussi corrects grâce à ces températures relativement douces de décembre. Au niveau pression ravageur, pas de pression cicadelle spécifique, relativement faible, même en début de cycle. Et on le voit avec les graphiques effectivement que l'on a ici, capture cicadelle sur la semaine du 20 au 26 octobre. Et puis globalement, dans un grand nombre de cas, pas de période consécutive effectivement de présence des cicadelles, notamment en fin de cycle. Pour les pucerons, en fait, très peu de captures de pucerons durant l'automne. Alors ça, c'est une des caractéristiques aussi que l'on a depuis maintenant quelques années, et l'année dernière, c'était un peu aussi le même cas. Peu de captures, mais par contre, une durée d'activité relativement longue. Et là, c'est un des points qu'il va falloir bien travailler, sur lesquels il faut être vigilant. Le nombre de plantes contaminées est certes un des critères, mais ce n'est plus le seul.
il faut être bien vigilant à la présence consécutive sur 10 jours de pucerons dans les parcelles. C'est un seuil indicatif d'intervention. Donc, dans un certain nombre de cas, vous êtes intervenu, mais il faut bien effectivement prendre en compte ce critère-là. Donc, c'est 10 jours consécutifs. Et ce qui, cette année, effectivement, a été le cas, on a eu un maintien de cette activité de pucerons sans forcément avoir de fortes captures. Donc, on le voit ici, hein, présence de pucerons en végétation. C'est le pourcentage de plantes porteuses de pucerons sur les céréales à l'automne. Donc, ce dénombrement de pucerons en végétation donne une indication, et aucune parcelle n'avait atteint le seuil de 10% de plantes porteuses. Par contre, dans de grands nombres de parcelles, et c'est le cas ici, toutes les parcelles ont maintenu plus de 10 jours de jours consécutifs de présence de pucerons. Et on a un projet notamment qui s'appelle le projet ICIBA, où on suit un certain nombre de parcelles non traitées insecticides. Et lorsqu'on a fait l'analyse de virose de ces parcelles-là, on avait sur l'ensemble des parcelles la présence du virus de la jaunisse nanisante, malgré de faibles pressions en pucerons, mais liées effectivement à cette longueur d'intervention. Donc vigilance pour les campagnes à venir. Alors, on a vu que décembre était tout à fait favorable au développement à la fois végétatif et racinaire de la grande majorité des situations. On arrive donc en janvier, février, mars, à une période qui va être relativement aussi favorable. Bon, sur janvier, effectivement, on a un mois de janvier froid qui va bloquer le développement végétatif, accompagné d'une pluie, d'une pluviométrie abondante de janvier jusqu'à mi-février. Et puis, cette période donc, de repos végétatif va s'accompagner d'une reprise et d'une forte demande climatique sur fin février, avec un début de déficit hydrique, si l'on peut parler, excepté, et heureusement qu'on l'a eu, cette semaine du 10 au 15 mars, où on a été, effectivement, on a reçu 30 à 40 mm en fonction des secteurs, voire même dans un certain nombre de situations. Et en tout cas, cette période relativement saine a permis un très bon enracinement de l'ensemble des parcelles, une très bonne reprise avec un niveau de talage qui était très satisfaisant. Donc globalement, sans forcément d'ailleurs un à-coup climatique, à part cette période qui a permis justement un redémarrage assez serein suite à janvier. Donc globalement, une période de janvier, février, mars de sortie d'hiver relativement favorable au développement cultural, avec à noter un stade épi 1 cm qui arrive classiquement, c'est-à-dire on n'a ni avance ni retard, on est à peu près dans la normale, avec un stade d'épi 1 cm qui arrive fin mars. Par contre, à partir d'avril, et vous vous souvenez, on a un déficit hydrique qui s'installe et globalement qui est homogène sur l'ensemble du département. On a essayé de voir s'il y avait des différences locales, mais il n'y a absolument aucune hétérogénéité de pluviométrie sur fin mars et avril. Et donc, on a, et notamment dans les sols les plus superficiels, un déficit hydrique qui arrive très précocement. Et ça, c'est aussi une des caractéristiques. Alors, est-ce que c'est effectivement dû au changement climatique, en tout cas au dérèglement climatique? C'est certainement certain. On a, à partir de février, un déficit hydrique qui s'installe. Et c'est assez clair depuis quelques années maintenant, c'est une caractéristique. Heureusement, on a cette petite semaine de mars dont je vous ai parlé qui permet de surseoir un petit peu à cette entrée dans la zone rouge, hein, de limite hydrique. Par contre, ça replonge tout de suite derrière, hein, à partir de fin mars, et pour s'étaler sur pratiquement toute la fin de cycle. Donc dans des stades effectivement aussi spécifiques de la mise en place des composantes de rendement. Alors, c'est un peu moins vrai en terre un peu plus profonde, mais ça va avoir ses conséquences, notamment sur le nombre d'épis par mètre carré. On va le voir par la suite sur ce type de sol très superficiel, les argilo-calcaires, les sables. Donc, ce déficit hydrique va avoir une conséquence notamment sur la montée des épis, qui va être perturbée par ce déficit hydrique, et éventuellement aussi par le gel. Le gel qui arrive, vous vous rappelez, début avril, pardon, 6, 7, 8 avril, où on a eu un certain nombre de craintes, hein, et notamment de gel. Donc cette montée à épis perturbée
à la fois par le déficit hydrique relativement impactant sur avril, encore une fois dans les sols les plus superficiels, et puis ponctuellement dans des couloirs ou des fonds de vallée, un gel d'épi qui aura pu poser problème sur la montée d'épis et perturber la montée d'épis. Néanmoins, le fait d'avoir ce déficit hydrique relativement impactant sans avoir effectivement de température relativement excessive, on est même plutôt assez frais au mois d'avril et de façon identique sur le mois de mai, on a avril et mai relativement faibles en température. On a une biomasse qui a arrivé à 2 nœuds et relativement faible. On n'a pas une grosse biomasse installée, malgré effectivement des conditions, vous l'avez vu, de fin d'hiver relativement favorables à l'implantation. Ce déficit hydrique va limiter effectivement la biomasse. Et quelque part, le fait d'avoir une biomasse faible fait que ce déficit hydrique va avoir peu d'impact sur le nombre d'épis par mètre carré. On a une faible biomasse, donc une faible demande, donc la montée à épis va être moins gênée dans un cadre de déficit hydrique. Donc c'est pour ça que dans des types de sols plus profonds, l'impact de ce déficit hydrique sur le nombre d'épis par mètre carré est relativement peu marqué. Il l'est plus en argilo-calcaire superficielle ou sable, donc dans les terres plus superficielles, mais moins qu'on aurait pu l'imaginer si on avait eu une biomasse importante. Donc ça, c'est une des caractéristiques aussi majeures de l'année. Bon, alors effectivement, je vous ai dit, ces gels d'épis, ces gels du 6 au 8 avril, ont pu quand même, sur des fonds de vallée, impacter quand même le potentiel tout de suite sur cette composante. Alors, pas de problématique méiose, on a eu peur aussi sur mai, avec les gelées de nouveau des débuts mai, mais on était en décalage, donc on n'a pas d'impact sur la méiose en orge, et encore moins sur le blé. Les conditions de mise en place de ce stade caractéristique n'a pas eu de problème par rapport à ce stade-là, en tout cas en blé. Alors, à noter néanmoins qu'on est à 2 nœuds fin avril. Je vous rappelle qu'on était à épi 1 cm au fin mars, donc on a attendu pratiquement un mois pour avoir arrivé le stade 2 nœuds, et puis il va falloir attendre un mois supplémentaire, fin mai, pour arriver à floraison. Donc épiaison en blé autour de fin mai, et début floraison sur les blés début juin. Donc ça fait un stade qui a été très très long à se mettre en place. Par contre, c'est aussi assez favorable pour la mise en place des composantes, d'avoir des stades relativement longs dans des conditions, et notamment à la fois de rayonnement sur température qui était excellent, et des températures relativement fraîches. Quelque chose qui s'est fait sans à-coups, assez favorable à la mise en place des composantes. Et donc une épiaison par orge qui était un peu plus précoce, du 10 au 15 mai, et ça aura ses conséquences notamment après pour l'arrivée du remplissage sur le mois de juin. Alors, sur la fin de cycle et notamment, et j'ai voulu vous montrer ce déficit hydrique. Ce déficit hydrique, vous voyez qu'il mène dans les sols superficiels. On a une pente très sévère dès le mois de février. Heureusement qu'on a encore une fois cette petite semaine de mars qui nous laisse un peu de répit, et notamment qui nous permet de valoriser globalement bien les apports d'azote. Il n'y a pas eu de problématique de valorisation d'azote du deuxième apport, ni du premier. Mais par contre, le déficit d'avril nous fait plonger très vite, vous voyez. Et on a heureusement le palier du mois de mai, grâce aux pluies du mois de mai. Ce palier hydrique, il est maintenu. Les besoins des plantes sont maintenus, heureusement. Par contre, fin de cycle, et on le reverra tout à l'heure, on joue échaudant dans un contexte de déficit hydrique qui, de nouveau, repart à la baisse, et encore très marqué, avec les faibles pluviométries de juin et en tout cas la forte demande climatique. Alors voilà malheureusement le graphique qui explique aussi un petit peu tout, et le facteur premier qui est l'impact sur le PMG. À noter que sur mai, et vous l'avez vu tout à l'heure, les faibles niveaux de température liés aussi à un très bon rayonnement, en tout cas un très bon rapport rayonnement sur température, du fait d'avoir des températures relativement basses, va faire qu'on va avoir une très bonne fertilité d'épis, que ça soit sur orge ou que ça soit sur blé. Et encore meilleur même sur blé que sur orge. Les orges
le déficit hydrique d'avril a eu un impact effectivement sur le nombre notamment d'épillets qui lui gère la fertilité d'épis. Mais globalement, en fait, la fertilité d'épis sur orge reste correcte à bonne, et en tout cas excellente sur les blés. Donc on a beaucoup de grains par mètre carré. Ce qui va aussi poser quelques soucis, parce que je vous ai dit qu'on avait une faible biomasse à partir de fin avril qui s'était mise en place, qui nous a permis d'éviter un impact sur le nombre d'épis par mètre carré. Par contre, du fait du retour de la pluie et des températures relativement clémentes, va nous permettre de mettre en place une très forte biomasse. On va avoir une accélération, c'est un peu paradoxal, pardon. On va avoir une accélération de la biomasse mise en place, et notamment sur blé. Et on va arriver dans des terres très profondes, ou profondes, à avoir un excès de biomasse. C'est un peu paradoxal, encore une fois. Trop de biomasse, lié en plus à une très bonne fertilité d'épis, on va arriver à un nombre de grains qui va être trop important. Trop important, pourquoi? Parce que on va avoir un impact du PMG et du remplissage qui va arriver et qui va se faire de plein fouet sur ces parcelles où on a un nombre excessif de nombre de grains par mètre carré. Si bien qu'on va expliquer par ce phénomène-là les déceptions que vous allez avoir dans un certain nombre de situations, notamment des terres profondes, où visuellement, fin mai, on voyait des blés avec une très forte biomasse, un certain nombre d'épis corrects et une très bonne fertilité d'épis, et on s'attendait effectivement à avoir un résultat très satisfaisant, sauf que effectivement, on a été chopé de plein fouet par l'impact sur le PMG et des fortes températures. Donc ces fortes températures, elles vont jouer à la fois sur les petits termes et les bonnes terres également, mais à la rigueur, paradoxalement, peut-être un peu plus sur les bonnes terres, du fait du plus grand nombre de grains à alimenter. Et en tout cas, on se prend 11 jours de température échaudante sur cette période qui est critique, du stade laiteux au stade donc pâteux. C'est la plus grande période de sensibilité. On a même quelques jours échaudants avant cette période-là sur lesquels on peut aussi avoir des impacts. C'est le facteur primaire explicatif de la déception des blés cette année. Les orges, on est moins touché par l'impact du remplissage, puisque les orges, en fait, le remplissage aura évité, de par le décalage de précocité, le stade, ces jours échaudants. Donc, on n'aura pas d'impact pour les orges sur le PMG. Par contre, sur les blés, et notamment les blés les plus précoces, on va avoir un impact très fort. On va perdre pratiquement des potentiels entre 8 à 10 quintaux par rapport à cette période d'échaudage. Sur les blés les plus tardifs, au final, c'est ce qui explique que cette année, on a un critère un petit peu plus favorable par rapport aux variétés les plus tardives. En fait, on a échappé tout ou partie à cette période d'échaudage pour les blés les plus tardifs, en tout cas les situations les plus tardives. Donc voilà, donc sur notre essai donc à Sensei en orge, on voit effectivement un niveau de PMG qui est relativement satisfaisant, autour de 40-45. Ça fait partie des bonnes années de remplissage, donc pas d'impact sur les orges au niveau du PMG. Par contre, un nombre de grains ici qui était assez déficient, tant par le nombre d'épis par mètre carré, parce qu'on a subi le déficit hydrique, mais également un nombre de grains et une fertilité d'épis très faible, du fait, on pense, d'un couloir de gel qui a impacté cette composante. Sur les blés, donc on a, vous voyez, entouré nos 2 années, les deux situations D2 et D3, date un petit peu plus précoce de semis aux alentours du 19 octobre et début novembre pour la D3. Donc on voit un petit décalage d'ailleurs en termes de potentiel. On a un niveau un petit peu plus favorable pour l'implantation de début novembre, avec des niveaux de PMG un petit peu moins impactés sur la T3, donc sur la date un petit peu plus tardive, comme je venais de vous le dire, avec des niveaux quand même, vous voyez, sur la D2, pour un certain nombre de variétés. Alors, c'est aussi lié à la variété, cet impact sur PMG. Pour Ascot, Ténor, des niveaux à 35 de PMG, ce qui est relativement faible. Par contre, pour Sacramento, on est sur des niveaux entre 40 et 45, sinon pas non plus des niveaux extraordinaires. Donc, un impact PMG bien marqué de ce côté-là et plus marqué sur la D2, la zone, la période plus précoce. Alors, je vous ai dit, pas de problématique de valorisation de l'azote. Premier rapport d'azote qui a été fait aux alentours du 15 février, juste après, effectivement, la période un peu plus humide
de janvier-février, donc une bonne valorisation de ce premier apport, en plus positionné avec une demande climatique de mi-février plus importante. Le deuxième apport a été fait juste, et par rapport à ce qu'on vous avait conseillé, juste avant cette période de mars pluvieuse, la seule qu'on en ait eue sur Mars, mais en tout cas qui a permis de bien valoriser ce deuxième apport par rapport à un stade et puis 1 cm fin mars. Et le troisième apport, qui globalement a été positionné début mai, piloté dans la moitié des situations, et ça c'est une satisfaction. La moitié des blés ont été pilotés, soit par un tester, soit par un drone, soit par un satellite, et ça c'est une bonne chose, avec une très bonne valorisation des apports, et notamment des niveaux de protéines qui sont tout à fait corrects. Alors pour résumer, vous voyez les composantes de rendement en orge. Sur les terres très superficielles, des composantes épis par mètre carré qui sont impactées, mais sans être catastrophiques, par rapport, je vous ai dit, à une biomasse relativement faible. Et puis, globalement, lorsqu'on va vers les terres les plus profondes, cette composante s'améliore. La fertilité d'épis est un petit peu plus impactée sur orge, mais reste tout à fait correcte à partir des agios calcaires moyens, par exemple, un petit peu plus mise en difficulté sur les terres très superficielles ou hors cas de gel, éventuellement. Et puis les PMG, ce n'est pas la composante qui a posé problème sur les orges, au contraire, quelque chose d'assez bon et en tout cas d'homogène. Donc du coup, on arrive à un niveau de rendement tout à fait satisfaisant en orge, et notamment du fait qu'on a évité le coup de chaud et donc l'échaudage au niveau du PMG. Ce n'est pas tout à fait vrai, et c'est effectivement plutôt le contraire sur les blés. On a sur les composantes épis par mètre carré une réponse à peu près similaire que sur orge, c'est-à-dire les terres très superficielles marquées et un peu moins en terre profonde. Par contre, une excellente fertilité d'épis, et par contre un niveau de PMG très bas, très impactant dans pratiquement la plupart des situations, sauf terre profonde. Et là, on a effectivement une dichotomie assez nette, bonne terre, petite terre, avec un niveau de rendement assez faible et pas à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer en termes de visuel, avec une dichotomie aussi entre les situations précoces et les situations tardives. Donc pour résumer, voilà les niveaux de rendement de la ferme FDGDA, et c'est globalement à peu près les rendements au niveau départemental. Blé tendre, on est sur 64 quintaux de moyenne, avec un écart type très serré par contre. On n'a pas une grosse fourchette comme on peut l'avoir jusqu'on pouvait l'avoir les années précédentes. 67 quintaux en orge, donc bonne année. Fourchette entre 40 et 88, là aussi avec un écart type plutôt resserré. Les orges de printemps, 60 quintaux, très faible écart type, globalement une bonne réponse des orges de printemps. Et puis les blés durs, c'est aussi une bonne surprise, 57 quintaux globalement. On pouvait s'attendre effectivement à ce qu'on ait un impact du PMG, mais on a eu un remplissage décalé par rapport au retard de végétation qui était pris en blé dur, et donc du coup peu d'impact du PMG par rapport au remplissage des blés durs. Donc je vous ai mis en termes d'historique les rendements blé tendre, donc ça permet aussi de relativiser. On n'arrive pas effectivement à notre moyenne, je dirais, historique, qui est aux alentours de 68 quintaux. Là, vous voyez, 64. Et on n'est pas non plus, malheureusement, dans les niveaux historiques qu'on a pu observer entre 2012 et 2015. Mais on n'est heureusement pas sur des niveaux catastrophiques qu'on pouvait avoir en 2011, 2016, voire même l'année dernière. Enfin, on est sur une année relativement moyenne, voire décevante, néanmoins, avec 64 quintaux en blé. En orge d'hiver, par contre, en 2021 est une année qui se classe parmi les bonnes années. Vous voyez, de niveau de 2013, 2014, 2015, avec 67 quintaux. Voilà, et puis en colza, je vous avais mis le colza également, 32 quintaux, ce qui fait partie, effectivement, pour donner de la perspective à ces résultats, un bon niveau de rendement et qui classe 2021 comme une des bonnes années en colza. Voilà, je vous remercie de votre attention et à très bientôt.